Et sans plus attendre, je vous demande d'applaudir chaleureusement Monsieur Franck Dubosc. Bonsoir, 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 messieurs, dames. Ah, il y a des barrières. Bon, comme dans les groupes de rock. Franck Dubosc, bonsoir. Ben, bonsoir. On est à Beauvais, au CGR. Alors il y a longtemps, c'était disco, maintenant c'est rumba. Que raconte ce film Rumba? Rumba à la vie, c'est l'histoire d'un chauffeur d'autobus pour enfants qui, suite à une crise cardiaque, se décide à retrouver la fille qu'il avait abandonnée 20 ans auparavant. Et pour la retrouver, il s'inscrit dans le cours de danse dans lequel elle est prof. Il s'inscrit incognito dans le cours de danse dans lequel elle est prof pour essayer de l'approcher avant de lui dire qui il est vraiment. Son of a beach, soleil sur la plage. T'as passé un bon week-end? Je me suis fait chier. Pas d'amis, pas de famille. Pas de compte à rendre. 20 ans. T'as pas changé, Tony. Tu aimerais retrouver ta fille, c'est ça? Et tu as besoin de moi. Elle donne des cours de danse à Paris. Salut, je suis ton père, je suis parti à 20 ans. Je sais même pas qui tu es. Inscris-toi à son cours de danse. Peut-être à danser la rumba. La rumba, ça se danse pas avec la tête. J'arrive jamais à me souvenir d'où viennent comme ça les idées. Ça vient toujours de plein de choses. Il y a le décor d'abord qui vient de l'envie du décor, l'envie des danses de salon, de trouver une histoire qui se passe dans un cours de danse de salon. Et puis l'envie d'un autre côté de parler de l'abandon, parce que moi je trouve que j'abandonne beaucoup mes enfants pour le travail, donc je culpabilise. Je sais qu'un jour, je me le prendrai dans le visage. Papa, tu nous as abandonnés quand tu étais petit. Alors, c'est un petit abandon, c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais, et parfois plus, parce que c'est dans ma tête que je les abandonne quand je tourne un film ou quand je suis sur scène. Je les abandonne, pas toujours physiquement, mais moralement. Et j'avais envie de me déculpabiliser de ça et de faire un film là-dessus. Donc, voilà, forcément, j'ai grossi le trait. Et j'ai parlé voilà, d'un homme qui abandonne ses enfants. Et puis j'aimais bien l'idée d'un personnage qui soit dans ce décor que j'avais trouvé, qui n'ait rien à voir forcément avec ce décor. Donc forcément un mec comme ça qui est plutôt braqué. Un peu psychorigide, un peu psychorigide, voilà. Se retrouver dans un cours de danse de salon, c'est pas forcément son truc. Et donc, vous avez pensé à quelqu'un pour vous imprégner du personnage de Tony? Non, je lui ai mis la moustache pas pour ressembler à qui que ce soit. C'était d'abord pour moi me cacher, parce que j'avais eu l'expérience avec Tout le monde debout de me voir tous les jours et je ne me supporte pas, donc c'était difficile de se voir après au montage. Donc là, je me suis dit, je vais me cacher. Et puis je trouvais que, comme il jouait un père, comme c'est un père, un daron, je voulais qu'il ressemble au père qu'on a eu quand on a mon âge à peu près, qui en général, souvent avait plutôt la moustache. C'est une époque à moustache. Et donc voilà, les cheveux un peu gominés vers l'arrière, comme ça, ce côté un peu vintage. Voilà, c'est un papa vintage. Je crois que je me suis inspiré de tous les papas, d'un mélange des papas des gens de mon âge, 40 ans. Pardon. On est sur le deuxième... oui, j'ai pas rebondi là. Et vous avez bien fait, je vous en aurais terriblement voulu. Bon, d'autant plus qu'on est à peu près de la même année, donc on va pas se torpiller ce soir. La direction d'acteur, alors qu'on est sur un deuxième film en tant que réalisateur, est hyper précise dans votre film. J'ai beaucoup aimé les traits des personnages. On n'a pas beaucoup de personnages, mais on sent que vous avez énormément investi au niveau émotionnel sur vos différents personnages. Comment s'est dessiné justement tout l'entourage de Tony, ses collègues de travail, sa voisine? Il me fallait comme je voulais en faire quelqu'un de psychorigide, donc de par son choix de profession, de par son choix de futur, c'est-à-dire son envie d'aller en Amérique, je voulais aussi l'entourer de gens d'une voisine d'origine africaine, et ce qui le rendait un peu raciste, lui, le montrer face à ces gens-là, un collègue de travail qui ne soit pas vraiment un ami, qui soit quelqu'un d'un peu plus vieux que lui, puis qu'on se demande s'il a des tendances homosexuelles ou pas. Donc tout ce que ce personnage déteste, il fallait que je l'entoure comme ça de gens qui étaient piquants pour lui. Et aussi pour montrer qu'on n'est pas toujours aidé dans la vie par ceux qu'on attend. Et qu'il faut bien regarder autour de soi, parce que
l'amour, la tendresse, l'aide, quelle qu'elle soit, elle vient pas toujours de là où on croit. Et on a besoin des autres. Justement, je lui fais dire au début, moi j'ai besoin de personne et je veux montrer qu'il a besoin des autres et en plus de ceux qu'il n'aime pas. Donc voilà, c'est pour ça. Mais même le personnage, par exemple, de la voisine, au début c'était un voisin. Je voulais un voisin, je voulais que ça devienne deux copains. Et puis c'est en auditionnant des femmes pour jouer le rôle de la femme du voisin que tout à coup j'ai craqué pour Marie-Philomène Nga qui joue la voisine et j'ai dit non, ça va être une voisine. Et c'est plus intéressant parce qu'il y a, sans qu'il y ait d'histoire d'amour, il y a une histoire de séduction qui n'existe pas d'ailleurs, mais et puis c'est moins... au début ils devaient danser tous les deux quand même, hein, même avec le voisin. Je me suis dit, oh, je m'embarque dans autre chose encore, le fait qu'il danse avec un homme, sans parler d'homosexualité, mais je m'embarque dans autre chose. Donc je trouvais ça très bien que ça soit une femme. Et tant mieux, parce qu'elle est vraiment excellente. Oui, elle est excellente. C'est un rôle magnifique. Et donc le choix aussi de Jean-Pierre Daroussin pour ce collègue qui a le fantasme d'un chauffeur routier avec un gros camion rouge. C'est le choix c'est parce que Daroussin, moi j'adore. Quitte à réaliser maintenant des films, autant essayer d'avoir des acteurs qu'on adore, autant se faire plaisir avec des acteurs qu'on sait qu'ils vont être plus que faciles à diriger, c'est-à-dire qu'ils vont nous emmener, qui vont dire nos mots à leur manière. Donc voilà, donc ça, Daroussin, c'est ça. C'est un choix qui est plus un choix de se faire plaisir, puis qui convient bien au personnage. J'aimais bien l'idée qu'il soit un petit peu plus vieux, sans faire vieux, sans avoir comme ça ce côté un peu bonhomme, sympathique, qu'on aime bien. Et puis il y a Michel Houellebecq après qui est... Alors là, lui, ouais, Michel Houellebecq, c'est lui, c'est son agent qui a un jour appelé mon agent pour dire voilà, Michel Houellebecq voudrait tourner avec Franck Dubosc. Donc on a dit pourquoi pas. Et dans mon film que j'étais en train d'écrire, il y avait le rôle du docteur qui était très écrit. Donc je savais que Michel Houellebecq, dans le rôle du docteur, c'était... voilà, le rôle est très écrit et ça se fera assez facilement. Enfin, je veux dire, même si c'est pas son métier d'être acteur, tant que c'est écrit, s'il dit bien son texte et que je monte bien le film, on sent que c'est très très bien écrit et qu'il intègre bien ce médecin. Oui. D'ailleurs, quand Tony ouvre les yeux, je pense que pour le coup, il a failli nous faire une deuxième crise cardiaque. Oui, ça je savais dès que j'ai choisi, lui, qu'il y avait ce plan, d'ouverture des yeux. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui vous ai opéré. Oui. C'est pas hyper rassurant finalement. Non, non du tout. Comme image. Mais il est très très drôle. Son agent le qualifiait de comique involontaire. Moi, je pense qu'il est comique volontaire. Il sait très bien comment il est drôle et sait très bien comment il fonctionne. Je pense qu'il est suffisamment intelligent pour savoir qu'il. Ouais, il fait le naïf, mais il sait très bien qui il est et ce qu'il représente. Je trouve que ça fait vraiment immensément plaisir de vous retrouver sur une comédie émotionnelle qui ne dit pas vraiment son nom, finalement. Ouais. Parce que tout le monde dit « Dubosc, il va nous faire rire ». Mais pas seulement, on passe vraiment par toutes les émotions. Ça fait vraiment énormément plaisir. On va démarrer l'année 2022 du bon pied. J'espère. Puisqu'on va danser la rumba, donc pour le coup, ça devrait être pas mal. Vous avez tourné en pleine épidémie de Covid. Comment on s'adapte à cette contrainte? Au début, moi, ça m'a tétanisé parce que je me suis dit, j'avais eu un tel plaisir à faire mon premier film, Tout le monde debout, que ça va gâcher mon plaisir de voir tout le monde avec des masques, de faire attention, de voir, il y a plein de choses, tous les petits plaisirs d'un tournage, d'abord de voir les gens, l'équipe, mais même la cantine, se retrouver ensemble, se retrouver à plusieurs dans une voiture, parce que là c'est une époque qu'il faut pas oublier, on n'avait pas le droit d'être plus de deux dans une voiture, on n'avait pas le droit d'être, enfin il y avait beaucoup de choses. Oui, on est vraiment là en plein Covid, pleine épidémie. Testé 2 ou 3 fois par semaine, enfin voilà, on a eu des cas, on a eu des... Bon. Mais, et puis, on a commencé à tourner et ça s'est plutôt... non, ça s'est passé, on s'est habitué. On s'est habitué au masque. Alors pour moi, c'était moins difficile parce que moi, j'ai pas le masque quand je tourne. Comme là, on tourne toujours avec des masques, les films. Depuis, j'en ai tourné d'autres et on tourne avec les masques. Donc on s'habitue. On se laisse même un petit peu aller, à tort ou à raison. Mais là, c'était très sévère comme règle. C'était des règles très strictes. Et par exemple, ça crée des scènes assez difficiles à faire parce que il faut que les gens, quand il y a beaucoup de figurants, on a fait des choses les scènes de restaurants, les restaurants étaient interdits et c'est assez
étonnant que l'État ait laissé le cinéma faire des scènes de la vie quotidienne, parce qu'ils ne s'en sont pas rendus compte en fait. Ils n'ont pas, donc on évitait de mettre sur Instagram ou quoi des images de ce qu'on faisait, parce que tout coup ils se seraient dit, mais attends, ils font ce qui est interdit. C'est pas, et même si c'est du cinéma, on peut. Il y a des scènes de restaurant avec plein de gens, il y a des scènes de foule. Il y a même une scène où je marche dans la foule. Bon, au cinéma, normalement, ce serait fait avec moi caché dans la rue, et puis on filme ce qu'on appelle au téléobjectif, moi au milieu des gens. Là, non, ce sont des gens, des figurants castés avec un masque. Et au top, on enlève tous le masque, tout le monde cache le masque, et on marche. Et puis au coupé, tout le monde remet le masque, parce que c'était masque obligatoire dans la rue aussi. Donc, non, c'était des conditions, et puis il fallait pas que le film ressemble à un film du Covid, quoi. Comme tous les films. Il y en a qui se sont posé la question, qui ont voulu y intégrer. Je trouve pas ça... Non, après, il faut que le film puisse vivre, et j'espère que dans 10 ans, quand le film repassera, ou dans 3 ans, ou dans 4 ans, on sera un tout petit peu passé de tout ça, et que le film n'ait pas le goût de ça, quoi. Le goût d'un tournage en Covid. Voilà, ça se voit pas, ça se sent pas. C'est pas ce qui donne à l'image. Non. Peut-être le check des enfants. Non, c'est un hasard. C'est un hasard, ça? Non, c'est un hasard parce que c'était voulu pour que je fasse le check avec ma fille. Mais c'est vrai que c'est le check du Covid. Non, c'est un hasard. Mais justement, on voit dès le début quand même que ce personnage, il est... Bon, c'est un bonbon à l'intérieur quand même. Hein. Ils font, parce qu'on voit sa relation avec les enfants. Ouais. Et on voit qu'il en manque... alors là, je pense que ça vient de vous à l'écriture, ce côté, peut-être cette culpabilité. Oui, mais alors scénaristiquement parlant, c'est une façon de le rendre sympathique aussi. Alors bien sûr, ça tombe sur des enfants parce que il faut aller à l'envers dans Tout le monde debout. Mon personnage vendait des chaussures, il était à l'envers de quelqu'un d'handicapé qu'il allait rencontrer. Et dans celui-là, il transporte des enfants. Donc forcément, une des premières scènes que j'ai écrites, c'est le monologue de Monsieur Nuc où il dit « Je transporte les enfants, je regarde la vie dans un rétroviseur ». Et quel a été un peu son résumé de vie. Mais le fait... c'est pas laissé au hasard, même j'ai gardé la petite fille qui perd son cartable au début, c'est un hasard, elle n'a pas fait exprès, mais la gentillesse de ce mec avec les enfants, ils le connaissent tous. Les Américains ils appellent ça save the cat. C'est si un personnage qui va être antipathique, s'il sauve un chat au début du film, on aura du mal à ne pas l'aimer. C'est technique. C'est la technique à l'américaine. Donc. Mais je n'en ai pas fait exprès, pour être honnête. C'est quelqu'un qui, en lisant le scénario, a fait tu as utilisé ce système-là. Bon, je n'ai pas fait exprès. C'est sûrement parce que moi-même, j'avais envie de le racheter au début, sans en faire exprès. Moi, en tant que spectateur, pour le coup, j'avais envie de le racheter et en l'écrivant, j'ai mis ça... D'accord. Pourquoi le choix justement de la salle de danse, de la danse, et quel a été le travail autour de la danse? Moi, je trouve que c'est un très beau décor. C'est un décor très humain, la danse de salon. Pas la danse de Danse avec les stars, mais la danse de salon qui est complètement autre chose. Qui est eux, ils appellent ça de la danse sportive. Mais parce que ce sont des gens, ce sont des monsieur et madame tout le monde, qui font ça comme un sport. Alors il y a ceux qui font ça, ceux qui font les championnats du monde sont un petit peu plus dans le truc, mais c'est une passion. C'est une danse passion qui se fait à tous les âges. Et je trouve que le décor est un peu désuet. Et c'est ça qui me passionnait. Et quand je suis allé voir, quand j'ai écrit le scénario, je me suis dit, bon, maintenant, je vais aller voir pour peaufiner les scènes de danse. Qu'est-ce que j'y dis? Qu'est-ce que je dis dans ces scènes? Dans le scénario, il y avait écrit danse, il danse, voilà. Et je suis allé voir un cours, et pour me moquer un petit peu, je me suis dit, on va rigoler, on était avec l'équipe, on va rigoler, on va les voir avec leur tenue et tout. C'est ce qui s'est passé pendant 15, 20, 30 secondes, on a rigolé. On les a vus, on était là très fiers, habillés un peu à l'espagnol pour telle danse, puis après ils se changent. Et puis, au bout de ces 30 secondes, tout à coup, on a commencé à les envier. Je dis on avec mon équipe. On a commencé à les envier. On s'est dit, mais ils s'y prennent un tel plaisir. Ils sont ensemble, ils sont les vieux dansent avec les jeunes, ils sont dans... Un tel qui peut peut-être être comptable dans la journée, se retrouve tout à coup sur la scène, il est un roi. Tout à coup, il y a quelque chose, voilà, comme quelqu'un qui pratiquera un sport et qui se vide la tête et qui devient un autre au moment où il fait son sport. C'était pareil. Et là, je me suis dit, non, on ne peut pas s'en moquer. Donc, il faut vraiment le prendre comme une discipline. Et puis, j'ai demandé donc à cette école, tous les gens qui sont dans le cours de danse sont ces gens de cette école, en fait. J'aurais demandé, ils sont dans le film.
Et tous sont dans le film, on les voit bien d'ailleurs. Et voilà. Et le prof de cette école, c'est celui qui m'a appris un petit peu à moi et beaucoup aux autres à faire les chorégraphies à plusieurs. Et c'est Denisa, après, l'icône Nomova, qui a fait la jeune fille de Danse avec les stars, qui a fait les danses seules. D'accord. Comment est venu le choix de Luna Espinosa pour jouer Maria? C'était la moins chère. C'était... non. Luna, en fait, moi j'ai cherché une jeune fille je castais des filles de 26, 27, 28 pour faire ma fille. Et puis au milieu donc la directrice de casting a vu plein de filles. Et puis avant que je les voie moi, m'a montré toute une sélection qui jouait 2 scènes du film, comme ça, pour qu'on puisse trier. Et il y en avait des bien, des moins bien. Et puis au milieu, il y avait cette petite jeune fille de 20 ans, qui était la plus jeune. Et j'étais très ému. Je me suis dit, mais c'est ce qu'elle dégage, c'est l'émotion que je veux. Alors elle n'a pas le charisme et la puissance d'un prof de danse. Elle est jeune, elle a 20 ans, mais elle a le reste. Elle a la partie que moi, quand j'écris, j'aime. Le charisme de la prof de danse, c'était pas le plus important, ça n'était que... Ça, c'était plus artistique, tandis que, en revanche, l'émotion, ça, c'était le plus important et le plus difficile à transmettre. Et je l'ai fait revenir beaucoup de fois, enfin, j'en ai fait revenir plusieurs, dont elle, et elle est revenue 4, 5, 6 fois, et il fallait qu'elle chante, il fallait qu'elle danse, et... En plus, elle était à moitié espagnole, en vrai, donc il y avait un côté comme ça, elle se rapprochait du personnage, elle aurait pu ne pas l'être. Et je me suis dit qu'à 20 ans, c'était un meilleur choix qu'à 27, parce qu'à 20 ans, c'est une jeune fille qui a encore besoin de son père. Rien n'est fait. Elle a encore la fragilité d'une enfant, en fait, qui est en train de devenir adulte. 27, 28, ça aurait été une fille, et d'ailleurs je le voyais parce que j'avais la maturité, mais j'avais jamais l'émotion sur les jeunes filles de 26, 27, parce que c'était des jeunes femmes déjà, qui avaient déjà fait leur vie, qui auraient pu dire à leur père qui revient, mais écoute, tu reviens trop tard. Là, il revient tard, mais pas encore trop tard. La danse, c'est sa passion. Si tu lui montres que t'aimes ça, ça va faire un point commun. Côté. Et vous vous appelez? Kevin. Kevin Sardou. Comme le chanteur. Et vous, madame? Lara Fabian. Ok. Mon but, c'est que ça vous plaise et que vous ne soyez pas déçus, bien évidemment, de Rumba la vie, qui est mon 2e film. Et comme je suis à vous ce soir... on a eu du mal à se garer? On faisait pipi? Et vous avez raison, parce que moi, chaque fois que je vois le film, il fait 3h15, le film. Chaque fois que... Mais ne riez pas, il fait 3h15? Là, ils sont... Merde. Oui, c'est un film fait exprès pour les babysitters, pour qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Non, le film ne fait pas, bien sûr pas 3h15. Et qui est ce bel homme moustachu? Et en tout cas, à moi, je suis à vous pour voilà, pour ce moment. J'aime pas juste vous dire bonjour et m'en aller. J'en profite. Vous savez, moi, j'ai plus fait de scène depuis maintenant presque 2 ans, donc je vois pas le public. Alors pour une fois que je peux le voir, ça me fait bien plaisir d'être avec vous. Donc plus longtemps je peux rester avec vous, mieux c'est pour moi. Comment on se sent, quand on a été éloigné du public par cette pandémie, comment on se sent justement par ce salut un peu du public entre à la fois les avant-premières là, qui marchent quand même bien, alors que c'est aujourd'hui, on le sait, c'est compliqué, et je vous en remercie énormément de venir présenter les films dans les salles. Nous, on a très envie de voir les artistes venir présenter leurs films et de prendre le temps aussi d'en discuter avec le public. C'est ce que vous allez faire ce soir et ça, c'est super. Et justement, le fait que le film marche très bien, le premier film qui est aussi un film excellent, on va pas se cacher, pour moi, vous êtes un très bon réalisateur, comme une fleur qui avait besoin de s'épanouir et qui est passée à la réalisation en se disant allez, je me l'autorise. Et là, sur le 2e film, c'est la confirmation. Quelle est pour vous l'importance de cette rencontre avec le public au moment où votre dernier bébé est terminé, au niveau de l'émotionnel? L'importance, elle est plus égoïste parce que je vois le public et j'aime voir qui a été curieux. C'est émouvant de voir qui est curieux, qui a envie qui ne sait... Parce qu'un spectacle, on remplit des grosses salles, mais bon, c'est un spectacle, il existe. Là, il y a des gens qui viennent voir ce spectacle, qui viennent me voir moi, c'est sûr, parfois, puis en plus, parfois le spectacle en soi, ou qui ont envie de sortir. Là, c'est plus... il y a moins de monde,
mais c'est plus précis. C'est plus des gens qui ont envie et qui me font confiance, on va dire. Donc à moi de leur offrir le côté émouvant, c'est de se dire pourvu que je leur donne vraiment ce qu'ils voulaient avoir, quoi. Pour certains du rire, pour d'autres de l'émotion. Donc moi, le plaisir, c'est de l'amener à assez peu de gens. C'est parce que le cinéma, c'est destiné à beaucoup plus de gens, bien sûr. Mais là, quand il y a dans les salles qu'on voit, c'est une seule salle ou deux salles, donc il n'y a pas 3000 personnes. Et donc c'est voir en vrai les gens, mon public le plus proche. Là, je parlais tout à l'heure des gens, c'est là le public le plus proche. C'est les voir en vrai. Donc là, pour vous, l'année 2022, c'est des tournages de prévus, ouais. Pas en tant que réalisateur, évidemment, là, cette fois-ci. Non, mon prochain film sera plutôt début 2023, fin 2022. Le film va être présenté à l'Alpe d'Huez. Oui. Quand le festival aura lieu. Donc en 2022, on va rappeler, Franck, que votre film sort le 19 janvier 2022 dans les salles. Ici à Beauvais, évidemment, mais partout en France. Ouais. On va rassurer tout le monde. Hein. On ne va pas le garder qu'à Beauvais. On va le sortir partout. Il paraît même à Paris. Donc ça s'appelle Rumba la vie. Nous, on a beaucoup aimé. On va en parler beaucoup. Parce que ce film nous a fait du bien. Ben, tant mieux, tant mieux. Merci Franck. Merci. 1, 2, 3, ouais! Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Monsieur Dubosc. Merci beaucoup, messieurs, dames. Bonne projection. On danse pas avec des bottes, Kevin. La fille me prend pour un con. C'est quoi ça? Des claquettes? Chaussettes. 5, 6, 7, 8. Je veux que tu sois mon partenaire au prochain championnat du monde. Faut que tu lui dises qui tu es. C'est ridicule, je sais pas danser. Tu vas apprendre, tout s'apprend. On danse parce qu'on en a besoin. Juste toi et moi. C'est moi qui ai fait ça? Et un peu moi aussi.